Auriez-vous laissé votre enfant attendre seul, convaincu qu'un adulte responsable allait forcément revenir? En avril 1954, à l'aube, dans le port de Marseille, une fillette de 8 ans s'assoit sur une valise en cuir, les pieds ne touchant même pas le sol. Autour d'elle, des passagers embarquent, des employés courent, des bateaux partent. Elle attend. Ce que personne ne remarque alors, c'est qu'elle n'est sur aucune liste claire, qu'un formulaire a été mal rempli, et que chacun croit que quelqu'un d'autre s'en occupe déjà. Des années plus tard, une simple photographie ressortira des archives et révélera comment une enfant peut disparaître sans être enlevée, s'enfuir, sans crier. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute cette histoire, telle qu'elle s'est déroulée, étape par étape. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si ces histoires humaines vous touchent vraiment. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez. Ces récits, inspirés de notre réalité et dramatisés, existent pour rappeler que derrière chaque photo il y a une vie, des choix et des conséquences que nous ne devons jamais oublier. Le 17 avril 1954, à l'aube, une fillette de 8 ans s'assoit sur une valise en cuir au port de Marseille. Et personne ne viendra jamais la chercher. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que cette petite fille attend quelqu'un qui croit qu'elle est déjà partie. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi son père mettra 5 jours à comprendre qu'il n'a pas perdu sa fille. Mais que le système, lui, l'a oublié. Cette photographie a été trouvée dans les archives personnelles d'une photographe amateur de Marseille, Lucienne Delacroix, qui documentait le quotidien du port pour des expositions communautaires. La femme qui a pris cette image ne savait pas qu'elle capturait le dernier instant avant qu'une enfant disparaisse dans les failles de la bureaucratie française. Mais regardez bien le visage de cette petite fille. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui pleure, c'est le regard de quelqu'un qui attend, de quelqu'un qui croit encore que tout va bien se passer, de quelqu'un qui ne sait pas encore qu'elle vient de devenir invisible. Un secret que personne n'imaginait alors, c'est que cette fillette, Aline Duvallon, attendait un fonctionnaire qui ne viendrait jamais, un homme qui croyait l'avoir mise dans le bon bateau, un homme qui, en ce moment précis, remplissait des formulaires au bureau, convaincu d'avoir fait son travail. Voici Aline Duvallon, 8 ans. Cheveux châtain clair attachés de façon improvisée, franges collées par l'air marin. Elle est assise sur une valise rigide, beaucoup trop grande pour elle. Ses pieds ne touchent pas le sol. Elle serre une pomme à moitié mangée comme si elle l'avait abandonnée au milieu d'une bouchée. Les registres de naissance de Toulon confirment qu'elle est née en 1946, fille unique de Margot Duvallon, couturière disciplinée, et d'Étienne Duvallon, docker occasionnel qui passait plus de temps à chercher du travail qu'à la maison. Aline est intelligente, perceptive, timide. Elle a appris très tôt à lire les émotions dans les visages des adultes, une compétence qu'aucun enfant ne devrait développer si jeune. Elle garde toujours un petit carnet où elle dessine des bateaux, des phares, des fenêtres ouvertes. Personne ne comprend vraiment ses dessins, mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle a une imagination puissante. Mais Aline garde un secret que même sa propre mère ne connaît pas encore. Un secret qui, dans quelques heures, transformera une simple erreur administrative en cauchemar familial. Parce que ce matin-là, au port de Marseille, une décision devait être prise. Une décision qui signifiait soit voir sa mère dans une semaine à Lyon, soit ne plus jamais la revoir. Les archives maritimes de l'époque montrent que les déplacements de mineurs non accompagnés étaient courants, supervisés par des employés portuaires formés pour cela. Rien ne semblait risqué. Les familles faisaient confiance au système. Aline ne savait pas que le système était sur le point de la trahir. Elle ne savait pas que l'employé responsable de son groupe s'était réveillé fiévreux ce matin-là. Elle ne savait pas qu'un remplaçant sans expérience, Gaël Morin, aide de chantier sans formation avec les enfants, venait de recevoir une liste avec 3 noms et aucune explication claire. Elle ne savait pas que personne ne lui avait dit où trouver les enfants, combien de valises ils avaient, qui devait les prendre en charge. Et elle ne savait surtout pas que dans exactement 12 minutes, le bateau partirait sans elle. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que sa mère, Margot, à Lyon, regardait l'horloge en se disant
Dans une semaine, ma fille sera dans mes bras. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son père, Étienne, alité avec des côtes fracturées après un accident de travail 2 jours plus tôt, se répétait « Le fonctionnaire va bien s'occuper d'elle, c'est son travail ». Mais personne ne savait que Gaël Morin, à cet instant précis, regardait cette fillette assise sur sa valise et se demandait « Devrait-elle embarquer maintenant ? Ou devrait-elle attendre un autre fonctionnaire qui arriverait peut-être plus tard ?» Et lorsque quelqu'un frappa à la porte de son bureau pour lui dire que le bateau allait partir et qu'il devait se dépêcher, Gaël Morin prit la décision qui changerait la vie d'Aline pour toujours. Il ne la fit pas monter à bord, parce que dans le doute, il crut faire ce qui était le plus sûr. Il crut qu'il valait mieux la laisser attendre plutôt que de la mettre dans le mauvais bateau. Il retourna au bureau pour demander des instructions claires. Et pendant ce temps, quelqu'un à la compagnie maritime nota sur un registre « Mineur du Vallon, embarqué avec supervision ». Aline était donc officiellement partie, mais physiquement elle était toujours assise sur sa valise, au poste D14, les pieds qui ne touchaient pas le sol, la pomme serrée dans sa main, regardant la silhouette floue des passagers montés sur un petit navire. Et personne, absolument personne, ne remarqua qu'elle n'était pas parmi eux. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que pendant les 3 heures qui suivront, Aline ne pleurera pas. Elle ne demandera rien. Elle ne bougera presque pas. Elle regardera la mer en imaginant que sa mère est déjà en route vers Lyon, qu'elle a tout fait correctement, qu'elle sera bientôt dans ses bras. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée à ce moment exact, nous devons revenir en arrière, 6 mois plus tôt, quand Aline croyait encore aux fins heureuses, quand sa famille pensait que cette opportunité à Lyon serait leur salut, quand personne n'imaginait qu'un simple accident de travail transformerait leur espoir en désespoir absolu, et quand vous découvrirez ce que son père a dû faire pour la retrouver. Vous comprendrez pourquoi cette photographie n'est pas celle d'une enfant abandonnée, mais celle d'une enfant effacée par un système qui ne savait même pas qu'elle existait. 1. Une France où les mères cachaient leurs enfants en entendant des pas inconnus dans les escaliers. Pas à cause de la guerre, cette fois, mais à cause de quelque chose de bien plus insidieux, la pauvreté qui forçait les familles à se séparer. Les archives municipales de Toulon montrent qu'entre 1950 et 1955, des milliers de familles ouvrières ont dû se diviser pour survivre. Un parent partait travailler dans une ville, l'autre restait avec les enfants, jusqu'à ce que la situation se stabilise. Et parfois, les enfants voyageaient seuls, sous la supervision théorique d'un système qui n'était pas prêt pour ce flux humain. Il existait une règle non écrite dans le port de Marseille. Ne jamais laisser un enfant seul plus de 15 minutes. 15 minutes. C'était le temps maximum avant qu'un superviseur ne vienne vérifier. Mais ce matin-là, personne ne vérifiait rien. Parce que tout le monde pensait que quelqu'un d'autre s'en occupait. Et Aline venait de dépasser la 30e minute. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son propre nom n'apparaissait même pas sur la liste officielle des mineurs en transit ce jour-là. Depuis son enfance, Aline avait remarqué quelque chose d'étrange chez son père. Étienne du Vallon pleurait en silence. Pas devant elle, jamais devant elle. Mais parfois, tard le soir, quand il pensait qu'elle dormait, elle l'entendait respirer fort, retenir des sanglots qui ne sortaient jamais complètement. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme aussi fort pouvait pleurer comme ça. Un jour, elle avait trouvé des lettres cachées sous le plancher de la cuisine. Des lettres écrites à la main, avec une encre délavée. Des lettres de sa grand-mère, morte avant qu'Aline ne naisse. Les lettres d'une femme de Marseille qui avait travaillé toute sa vie comme blanchisseuse dans les quartiers pauvres du port. Les lettres de quelqu'un qui écrivait « Mon fils, je ne veux pas que tu vives comme moi. Je veux que tu partes, même si ça signifie que je ne te reverrai plus. » Et c'est ce qu'Étienne avait fait. Il était parti. Il avait laissé sa mère vieillir seule, et elle était morte 3 mois après son départ, sans qu'il ait pu lui dire au revoir. C'est pour ça qu'il pleurait la nuit, parce qu'il savait ce que c'était que de partir, et de ne jamais revenir à temps. Quand Margot, sa femme, avait reçu cette proposition de travail à Lyon, couturière pour un internat stable, bien payé, avec logement inclus, ça avait semblé être un miracle. Enfin,
Il pourrait vivre dans un seul endroit. Enfin, Aline pourrait aller à l'école normalement. Enfin, il pourrait respirer. Le plan était simple. Margot partirait d'abord pour préparer l'appartement. Étienne suivrait une semaine plus tard avec Aline. Ils embarqueraient ensemble sur un petit navire côtier au port de Marseille. Rien de compliqué, rien de dangereux. Mais 2 jours avant le départ, Étienne avait glissé sur un quai mouillé en portant une caisse de poissons. Il était tombé de côté, avait heurté le bord métallique d'une embarcation. 3 côtes fracturées, douleur atroce, incapacité totale de porter du poids ou même de marcher normalement. Margot, anxieuse, paniquée, au téléphone depuis Lyon, avait supplié « Alors envoie Aline seule. La compagnie garantit une supervision à l'embarquement et au débarquement. Je la récupère au port de Lyon. C'est juste une semaine. Juste une semaine. » Étienne, allongé dans son lit, la respiration coupée par la douleur, avait fermé les yeux. Il avait pensé à sa mère. Il avait pensé à ses lettres sous le plancher. Il avait pensé au poids du départ. Et il avait dit oui. Parce qu'il croyait que le système protégerait sa fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le système était déjà en train de l'oublier. Gaël Morin n'était pas un mauvais homme. Il était juste un homme ordinaire, mis dans une situation extraordinaire, sans formation, sans instruction claire, avec une liste de 3 noms qui ne correspondaient à aucune réalité visible. Quand il était arrivé au port ce matin-là, il avait vu des dizaines d'enfants avec des valises, des familles partout, du bruit, du mouvement, du chaos. Il avait demandé à un collègue « C'est où les 3 enfants ?» Le collègue avait répondu « Je crois qu'ils sont déjà montés. » Gaël avait regardé sa montre. Le bateau partait dans 10 minutes. Il avait couru jusqu'au quai. Il avait vu des enfants monter avec leurs parents. Mais 3 enfants seuls, il n'en voyait aucun. Puis il avait vu Aline, assise, immobile, une valise sous elle, une pomme dans la main, un regard perdu vers la mer. Il s'était approché. « Tu voyages avec qui, petite ?» Aline avait sorti un papier froissé de sa poche. « Avec le monsieur responsable. Il doit m'accompagner jusqu'à Lyon. » Gaël avait regardé le papier. Pas de nom. Pas de numéro de référence. Juste une phrase écrite à la main par Margot. Remettre au responsable des mineurs. Gaël avait regardé l'horloge. 8 minutes avant le départ. Il devait décider, maintenant, soit il la mettait dans le bateau, en espérant que c'était le bon. Soit il retournait au bureau pour vérifier avant de prendre une décision irréversible. Et dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle. Si je me trompe de bateau, cet enfant finira dans une ville où personne ne l'attend. Alors il avait fait ce qu'il pensait être le plus sûr. Il ne l'avait pas fait monter. Il était retourné au bureau en courant, en se disant qu'il demanderait des instructions claires et qu'il reviendrait la chercher dans 5 minutes. Mais quand il était arrivé au bureau, tout était fermé. Grève surprise du personnel administratif. Les registres étaient inaccessibles. Personne ne pouvait lui dire si Aline devait ou non embarquer ce jour-là. Pendant ce temps, à bord du navire, un autre employé cochait les noms sur une liste. Il voyait 3 enfants dans la salle d'attente. Il supposait que c'étaient les 3 de la liste. Il ne vérifiait pas les noms. Il ne demandait rien. Il notait simplement « 3 mineurs embarqués, supervision confirmée ». Le bateau partait. Et Aline. Aline était toujours assise au poste D14, à côté d'un poteau métallique avec de la peinture écaillée, regardant les silhouettes floues des passagers s'éloigner lentement dans la brume matinale. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que dans les bureaux de la compagnie maritime, son nom n'existait tout simplement pas. Elle était devenue une anomalie administrative. Une enfant qui était censée être quelque part, mais qui n'était nulle part. Une enfant que tout le monde croyait prise en charge, mais que personne n'avait réellement vu monter à bord. Et pendant que le port commençait à se vider, qu'elle regardait les mouettes tourner au-dessus de l'eau grise, qu'elle mordait encore un peu de sa pomme maintenant tiède. Aline ne comprenait toujours pas qu'elle venait de devenir invisible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans quelques heures, un marin âgé passerait devant elle, et qu'il serait le premier à remarquer qu'une petite fille était assise sur une valise depuis bien trop longtemps. 3 heures, 180 minutes, 10 800 secondes.
C'est le temps qu'Aline Duvallon est restée assise sur cette valise, au poste D14, sans bouger, sans pleurer, sans appeler personne. Parce que dans sa tête d'enfant de 8 ans, elle avait une logique simple. Le monsieur responsable a dit d'attendre ici. Alors j'attends ici. Maman a dit d'être sage. Alors je suis sage. Elle ne savait pas qu'être sage, parfois, c'est exactement ce qui rend une enfant invisible. Quand le port a commencé à se vider, que les derniers passagers sont montés à bord d'autres navires, que les dockers ont cessé de crier des instructions, qu'un silence étrange s'est installé sur les quais. Un homme est passé devant elle, Claude Besson, 62 ans. Marin depuis l'âge de 14 ans, visage brûlé par le soleil et le sel, main calleuse. Regard fatigué mais attentif. Les registres de la marine marchande confirment qu'il travaillait ce jour-là sur l'entretien des cordages près du quai D. Claude avait vu cette petite fille plusieurs fois en passant. La première fois, vers 7 heures du matin. La deuxième fois, vers 9 heures. La troisième fois, vers 10h30. Et maintenant, il était presque 11 heures. Et elle était toujours là. Toujours assise. Toujours immobile. Toujours serrée contre sa valise. Il s'était approché lentement, ne voulant pas l'effrayer. « Avec qui tu voyages, petite ?» Aline avait levé les yeux vers lui. Des yeux clairs, fatigués, légèrement rougis par le vent marin. « Avec personne, monsieur. Je dois y aller. »« Aller où ? » ?»« À Lyon. Maman m'attend là-bas. » Claude avait regardé autour de lui. Aucun adulte en vue, aucun employé, aucun parent. Juste cette fillette, seule, sur une valise beaucoup trop grande pour elle. Et le monsieur qui devait accompagner ? Il est parti chercher des papiers. Il m'a dit d'attendre ici. Claude avait senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette sensation qu'il connaissait bien. Cette sensation qui lui disait que quelque chose n'allait pas du tout. Il s'était dirigé vers le bureau de la compagnie maritime. Avait frappé à la porte. Personne. Avait essayé une autre porte. Fermée. Avait cherché un superviseur. Introuvable. C'est alors qu'il avait compris. Grève administrative. Les bureaux étaient vides. Et cette petite fille, elle était tombée dans une faille du système. Claude était retourné vers Aline. S'était accroupi devant elle, malgré ses genoux douloureux. « Écoute-moi bien, petite. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. Un endroit où on va t'aider à retrouver ta maman. D'accord ?» Aline avait hoché la tête. Pas parce qu'elle comprenait, mais parce qu'elle était fatiguée. Si fatiguée. Claude l'avait conduite à la maison d'enfants temporaire de Marseille, une petite institution située à 20 minutes du port, qui accueillait les mineurs en situation de transit ou d'urgence. Les archives municipales montrent que cet établissement existait depuis 1948, géré par l'assistance publique, et qu'il recevait en moyenne 15 enfants par mois dans des situations similaires. La directrice, Madame Roselyne Moret, était une femme de 53 ans, sévère en apparence mais profondément juste. Elle avait vu Claude arriver avec cette fillette tenant une valise presque aussi grande qu'elle, et avait immédiatement compris qu'il y avait un problème. Son nom ? Aline Duvallon. Ses parents ? La mère est à Lyon, le père est blessé à Toulon. Le numéro de référence du transit ? Il n'y en a pas. Roselyne avait froncé les sourcils. « Comment ça, il n'y en a pas ? Elle n'est sur aucune liste. Personne ne l'a enregistrée. Personne ne l'a fait monter à bord. Elle est juste apparue au port. Et tout le monde a supposé que quelqu'un d'autre s'en occupait. » Roselyne avait regardé Aline. La fillette tenait toujours sa pomme, maintenant complètement flétrie, mais elle ne la lâchait pas. Comme si c'était la seule chose qui la rattachait encore à sa vie d'avant. « Très bien, » avait dit Roselyne. « Je vais faire des recherches. En attendant, elle reste ici. » Aline avait été conduite dans une petite chambre avec 3 lits, une chambre propre, simple, avec des draps blancs et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Une autre fillette était déjà là, en train de dessiner sur un cahier. Elle avait levé les yeux vers Aline, avait souri timidement, puis était retournée à son dessin. Aline s'était assise sur le bord du lit, avait posé sa valise à côté d'elle, avait regardé la pomme dans sa main, et pour la première fois depuis le matin, elle avait senti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de la tristesse, juste une absence,
comme si une partie d'elle-même était restée au port, assise sur cette valise, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Pendant ce temps, Roselyne Moret avait commencé son enquête. Elle avait téléphoné à la compagnie maritime. Personne ne répondait. Elle avait téléphoné aux autorités ferroviaires. Aucune trace d'une Aline Duvallon. Elle avait téléphoné au bureau des transports pour mineurs. Aucun dossier correspondant. Elle avait ensuite essayé de contacter la mère à Lyon. Mais Margot n'avait pas encore de téléphone dans son nouveau logement. Elle avait essayé de contacter le père à Toulon. Mais Étienne, cloué au lit, n'avait pas répondu aux appels du voisin qui avait le seul téléphone de l'immeuble. Roselyne s'était assise à son bureau, avait regardé les papiers éparpillés devant elle, et avait murmuré « Cet enfant existe, mais administrativement, elle n'existe pas. » Les jours suivants ont été un cauchemar bureaucratique. Roselyne écrivait des lettres, téléphonait, interrogeait les employés du port, reconstituait les horaires, cherchait des témoins. Et lentement, très lentement, elle a commencé à comprendre ce qui s'était passé. Gaël Morin, l'employé remplaçant, avait effectivement laissé Aline attendre. Il avait effectivement voulu faire ce qui était le plus sûr. Mais quand il était retourné au bureau et avait trouvé porte close, il avait supposé que quelqu'un d'autre s'en était occupé. Il avait noté dans un rapport rapide, mineur non identifié laissé sous supervision portuaire. Sauf que personne n'avait lu ce rapport. Sauf que personne ne savait qu'une mineure non identifiée signifiait Aline Duvallon. Sauf que tout le monde avait supposé que tout le monde d'autre savait. Pendant ce temps, à Toulon, Étienne Duvallon était allongé dans son lit, les côtes bandées, la respiration douloureuse, comptant les jours. Il se disait « Encore 3 jours et elle sera avec Margot. Encore 3 jours et tout ira bien. » Il ne savait pas que sa fille n'était jamais montée dans ce bateau. Il ne savait pas que sa fille dormait dans une maison d'enfants à Marseille, sans que personne ne sache qui elle était vraiment. Il ne savait pas que le lendemain, il recevrait un appel qui le ferait se lever malgré la douleur, qui le ferait marcher malgré les côtes fracturées, qui le ferait prendre le premier train pour Marseille en s'appuyant sur une canne improvisée, parce que Margot, à Lyon, venait de téléphoner. Et elle venait de dire 6 mots qui ont détruit le monde d'Étienne. Aline n'est pas arrivée au port. 5 jours, 120 heures, 7200 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Étienne Duvallon pour comprendre que sa fille n'avait jamais quitté Marseille. 5 jours pendant lesquels Margot, à Lyon, téléphonait frénétiquement à tous les bureaux possibles. 5 jours pendant lesquels Étienne, malgré ses côtes fracturées, essayait de se lever, de marcher, de respirer sans que chaque mouvement ne soit une torture. 5 jours pendant lesquels Aline, à la maison d'enfants temporaire, dessinait des bateaux dans son petit carnet, attendant que quelqu'un vienne la chercher. 5 jours pendant lesquels Roselyne Moret n'a pas dormi plus de 3 heures par nuit. Parce qu'elle savait. Elle savait qu'une fillette de 8 ans était en train de vivre le pire cauchemar qu'un enfant puisse vivre, être oubliée par le monde entier. Le matin du 5e jour, Roselyne a reçu un appel, une voix d'homme, essoufflée, tremblante, désespérée. « Je cherche ma fille. Elle s'appelle Aline Duvallon. Elle devait prendre un bateau il y a 5 jours. Personne ne sait où elle est. » Roselyne avait senti son cœur s'accélérer. « Monsieur Duvallon ? Oui, c'est moi, vous. Vous l'avez. Elle est ici. Elle va bien. Venez immédiatement. » Étienne était arrivé 2 heures plus tard, appuyé sur une béquille improvisée, le visage pâle, couvert de sueur, les mains tremblantes. Il marchait comme un homme qui venait de traverser l'enfer. Roselyne l'avait accueilli dans le hall d'entrée. Elle avait vu cet homme brisé, cet homme qui pouvait à peine tenir debout, et elle avait su. Elle avait su que c'était un père qui n'avait jamais abandonné sa fille. C'était un père que le système avait trahi. « Où est-elle » avait-il demandé la voix cassée. « Dans la salle commune. » « Mais avant que vous la voyiez, vous devez comprendre quelque chose, monsieur Duvallon. Votre fille n'est pas blessée physiquement, mais elle a passé 5 jours à attendre. 5 jours à ne pas comprendre pourquoi personne ne venait. 5 jours à croire qu'elle avait peut-être fait quelque chose de mal. » Étienne avait fermé les yeux. Des larmes qu'il ne pouvait plus retenir avaient coulé.
Je n'ai jamais voulu. Je pensais qu'elle serait en sécurité. Je sais, avait dit Roselyne doucement. Mais maintenant, elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous lui disiez que rien de tout cela n'était sa faute. Étienne était entré dans la salle commune. C'était une pièce simple, avec des tables en bois, des chaises dépareillées, une fenêtre qui donnait sur un petit jardin. 3 enfants jouaient aux billes dans un coin. 2 autres lisaient des livres. Et au fond, assise dans un fauteuil beaucoup trop grand pour elle, il y avait Aline. Elle tenait toujours son petit carnet. Elle dessinait quelque chose. Elle n'avait pas levé les yeux quand la porte s'était ouverte. Elle avait appris, ces 5 derniers jours, à ne plus espérer que quelqu'un entre pour elle. Mais Étienne avait prononcé un seul mot qui avait fait tout s'arrêter. Aline. Elle avait levé la tête, lentement, comme si elle avait peur que ce soit un rêve, comme si elle avait peur que si elle bougeait trop vite, la voix disparaisse. Et quand elle avait vu son père, appuyé sur sa béquille, tremblant, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait pas couru. Elle s'était levée lentement, avait marché vers lui, pas à pas, comme si elle avait peur que le toucher ne lui fasse mal. Étienne s'était laissé tomber à genoux, malgré la douleur atroce dans ses côtes. Il avait ouvert les bras, et Aline, enfin, s'était effondrée contre lui. Elle n'avait pas pleuré, elle n'avait pas crié. Elle avait juste posé sa main sur le bras de son père, et elle avait murmuré « J'ai attendu. Tu as mis du temps. » Étienne avait serré sa fille contre lui, sentant chaque respiration déchirer ses côtes fracturées, mais il s'en fichait. Il s'en fichait complètement. Parce que sa fille était là, parce qu'elle était vivante, parce qu'elle était dans ses bras. « Je sais, » avait-il chuchoté. « Je sais, ma chérie. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je pensais que tu serais en route. Je pensais que tu serais en sécurité. Mais je suis là, papa. Je sais, et je ne te laisserai plus jamais. » C'est à ce moment-là que Roselyne, debout dans l'embrasure de la porte, avait compris pourquoi elle faisait ce métier, pourquoi elle se battait contre la bureaucratie, contre les erreurs, contre un système qui oubliait trop facilement les êtres humains. Parce que ce moment exact où un père retrouvait sa fille, où une enfant comprenait qu'elle n'avait jamais été abandonnée, c'était le moment qui justifiait tout. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette photographie, celle d'Aline assise sur sa valise au port de Marseille, n'avait pas été prise par hasard. Lucienne Delacroix, photographe amateur, passait ce matin-là au port pour documenter le quotidien des travailleurs. Elle préparait une exposition sur les visages de Marseille, les anonymes, les oubliés, ceux qui faisaient tourner la ville sans jamais être reconnus. Et quand elle avait vu cette fillette, assise sur cette énorme valise, les pieds qui ne touchaient pas le sol, la pomme à moitié mangée dans la main, le regard perdu vers la mer. Elle avait été frappée par quelque chose. Ce n'était pas de la tristesse qu'elle voyait dans ce visage. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'attente. Une attente patiente, confiante, innocente. L'attente d'une enfant qui croyait encore que les adultes tenaient leurs promesses. Lucienne avait levé son appareil, avait cadré l'image, et avait appuyé sur le déclencheur. Elle n'avait jamais su ce qui était arrivé à cette fillette. Elle n'avait jamais su son nom. Elle avait juste développé la photographie, l'avait rangée dans ses archives personnelles, et l'avait oubliée. Mais cette image, cette simple image d'une enfant sur une valise, allait devenir bien plus qu'un cliché amateur. Des années plus tard, quand Aline serait devenue adulte, quand elle serait devenue professeure des écoles, quand elle aurait créé son programme pour enseigner aux enfants comment naviguer dans les espaces publics en toute sécurité. Elle verrait cette photographie dans une petite exposition communautaire à Marseille. Et elle se reconnaîtrait immédiatement. Ce serait un choc violent, un retour brutal à ce matin d'avril 1954, à ces 3 heures d'attente, à cette sensation d'être invisible. Mais ce serait aussi une révélation. Parce qu'en regardant cette image, Aline comprendrait quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment compris avant. Cette fillette sur la valise n'avait pas été abandonnée par sa famille. Elle avait été oubliée par un système qui n'était pas prêt à la protéger. Et cette différence, cette nuance entre abandon et oubli systémique,
C'était exactement la leçon qu'elle voulait enseigner à ses élèves. Parce que les enfants ne doivent jamais croire qu'ils sont responsables des échecs des adultes. Parce que les enfants ne doivent jamais porter le poids de systèmes qui ne fonctionnent pas. Parce que les enfants méritent d'être vus, entendus, protégés. Et si le système échoue? Alors ce sont les individus, comme Claude Besson, comme Roselyne Moret, comme Étienne malgré sa douleur, qui doivent corriger l'erreur. C'est ça la vraie leçon de cette photographie. Les 10 minutes qui ont suivi les retrouvailles entre Aline et Étienne ont été les plus silencieuses que la maison d'enfants temporaire ait jamais connues. Père et fille sont restés serrés l'un contre l'autre, sans dire un mot, sans bouger, comme s'ils avaient peur que le monde extérieur ne les sépare à nouveau. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Roselyne Moret, cette directrice sévère qui avait vu des centaines d'enfants passer entre ses murs, s'est assise à côté d'eux. Elle tenait dans ses mains un dossier qu'elle avait passé 5 jours à constituer. Un dossier qui contenait tous les rapports, tous les appels, toutes les preuves de ce qui s'était réellement passé. « Monsieur Duvallon », avait-elle dit calmement, « je veux que vous sachiez quelque chose. Ce qui est arrivé à votre fille n'était pas un accident. C'était un échec systémique. Et je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. » Étienne avait levé les yeux vers elle, encore sous le choc. « Comment ? » ?»« J'ai documenté chaque erreur, chaque moment où le système a failli. J'ai interrogé chaque employé impliqué, et j'ai découvert quelque chose qui va vous surprendre. » Elle avait ouvert le dossier. Aline n'était pas la seule. Ces 5 dernières années, il y a eu 12 cas similaires au port de Marseille. 12 enfants perdus dans les failles administratives. Certains ont été retrouvés après quelques heures, d'autres après plusieurs jours. Un enfant n'a jamais été retrouvé. Le silence qui avait suivi était lourd, terrifiant. « Je vais utiliser le cas d'Aline », avait continué Roselyne. « Avec votre permission, bien sûr. Je vais le présenter aux autorités. Je vais exiger des changements. Un système de double vérification, un registre centralisé, une formation obligatoire pour tous les employés qui supervisent des mineurs. » Étienne avait regardé sa fille. Aline le regardait avec ses grands yeux clairs, ses yeux qui avaient vu trop de choses pour son âge. « Aline, » avait-il demandé doucement, « est-ce que tu veux que ton histoire aide d'autres enfants ?» Aline avait hoché la tête. « Pour qu'ils n'attendent pas comme moi ?»« Exactement. »« Alors oui. » C'est ainsi que l'histoire d'Aline Duvallon est devenue la base d'une réforme administrative majeure dans le système de transport des mineurs en France. Les archives de l'assistance publique montrent qu'en 1955, suite au rapport détaillé de Roselyne Moret, de nouvelles procédures ont été mises en place. Chaque enfant devait désormais avoir un bracelet d'identification. Chaque transfert devait être enregistré 2 fois, par 2 employés différents. Et surtout, aucun enfant ne pouvait être laissé sans supervision directe plus de 10 minutes. Ces changements simples, ces changements qui semblaient évidents avec le recul, ont sauvé des centaines d'enfants dans les années suivantes. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que l'impact d'Aline irait bien au-delà des réformes administratives. 3 semaines après avoir retrouvé sa fille, Étienne, Margot et Aline se sont enfin réunis à Lyon. L'appartement que Margot avait préparé était petit, modeste, mais c'était un foyer. Un vrai foyer. Pour la première fois depuis des années, ils vivaient tous ensemble, dans la même ville, sous le même toit. Les premiers jours ont été difficiles. Aline faisait des cauchemars. Elle se réveillait en pleine nuit, paniquée, cherchant la valise qu'elle avait gardée près de son lit pendant des semaines. Margot la serrait contre elle, lui chantait des berceuses, lui répétait encore et encore « Tu es à la maison, tu es en sécurité, personne ne va te laisser. » Mais lentement, très lentement, Aline a commencé à guérir. Elle a recommencé à dessiner, pas seulement des bateaux et des ports, mais aussi des maisons, des familles, des portes ouvertes. Elle a commencé l'école. Et surprise, elle adorait ça. Elle avait soif d'apprendre, soif de comprendre, soif de donner un sens au monde qui l'avait trahi. Elle est devenue une élève brillante, puis une étudiante passionnée, puis une enseignante dévouée. À 26 ans, en 1972, Aline Duvallon est devenue professeure des écoles primaires. Elle enseignait à des enfants de 7 à 10 ans.
l'âge exact qu'elle avait quand le monde s'était effondré autour d'elle. Et elle a créé quelque chose d'unique. Elle a développé un programme éducatif appelé Naviguer en sécurité. Un programme simple, pratique, qui enseignait aux enfants comment se déplacer dans les espaces publics, comment demander de l'aide, comment reconnaître les adultes de confiance, comment ne jamais croire qu'ils sont responsables des erreurs des grandes personnes. Ce programme, testé d'abord dans son école à Lyon, puis étendu à d'autres établissements, puis intégré dans certains cursus régionaux, a touché des milliers d'enfants qui ont appris qu'ils avaient le droit d'être vus, d'être entendus, d'être protégés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1982, 28 ans après ce matin d'avril au port de Marseille, Aline visitait une petite exposition photographique communautaire. L'exposition s'appelait « Marseille, visages oubliés, 1950-1960 ». C'était une collection d'images prises par des photographes amateurs qui avaient documenté le quotidien du port, des quartiers populaires, des travailleurs anonymes. Aline marchait lentement entre les photographies, observant ces visages du passé, quand soudain, elle s'est arrêtée net. Il y avait une petite photographie, 8 à 11 cm, avec des bords légèrement usés, une fillette assise sur une valise, les pieds qui ne touchaient pas le sol, une pomme à moitié mangée dans la main, le regard perdu vers la mer. Aline a senti son cœur s'arrêter. C'était elle. C'était ce matin-là. C'était le moment exact où elle attendait. Invisible, oubliée, perdue dans les failles du système. Elle est restée devant cette image pendant 20 minutes, incapable de bouger, incapable de respirer normalement. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit, quelque chose qu'elle n'attendait pas. Au lieu de ressentir de la tristesse, au lieu de revivre le traumatisme, elle a ressenti de la gratitude. Gratitude envers Claude Besson, ce vieux marin qui avait pris le temps de la voir. Gratitude envers Roselyne Moret, cette femme sévère qui avait transformé son cauchemar en réforme. Gratitude envers son père qui, malgré la douleur, malgré les côtes fracturées, était venu la chercher. Gratitude envers sa mère, qui avait passé des nuits entières à la bercer après les cauchemars. Et gratitude envers cette photographe inconnue, Lucienne Delacroix, qui avait capturé ce moment, qui avait prouvé, sans le savoir, qu'Aline Duvallon avait existé ce jour-là, qu'elle n'avait pas été un fantôme, qu'elle avait été une enfant réelle, avec une valise réelle, attendant des adultes qui avaient failli. Aline a contacté l'organisateur de l'exposition. Elle a expliqué qui elle était. Elle a demandé s'il était possible d'obtenir une copie de la photographie. L'organisateur, ému, lui a offert l'original. Aujourd'hui, cette photographie ne se trouve pas dans un musée. Elle ne fait pas partie d'une collection publique. Elle n'est pas exposée pour que le monde entier puisse la voir. Elle est encadrée, accrochée dans le salon d'Aline, maintenant âgée de 78 ans, retraitée mais toujours active dans des associations éducatives. Quand ses petits-enfants lui demandent « Mamie, c'est qui cette petite fille ?» Elle leur raconte l'histoire, pas comme un cauchemar, mais comme une leçon. Elle leur raconte qu'un jour, le monde l'a oubliée, mais que les gens, eux, ne l'ont pas oubliée. Elle leur raconte que les systèmes peuvent échouer, mais que les individus, eux, peuvent choisir de faire ce qui est juste. Elle leur raconte que cette fillette sur la valise avait peur, mais qu'elle n'était pas seule. Parce que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un qui voit, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui corrige. Et elle termine toujours son histoire par la même phrase, celle que son père lui a dite ce jour-là à la maison d'enfants. « Je ne te laisserai plus jamais. » Parce que c'est ça, la vraie promesse. Pas celle d'un système parfait, pas celle d'un monde sans erreur, mais celle d'êtres humains qui refusent d'abandonner ceux qu'ils aiment. Cette photographie, cette simple image d'une enfant sur une valise, n'est pas un témoignage d'abandon. C'est un témoignage de résilience. C'est la preuve qu'une petite fille de 8 ans, perdue dans les failles d'un système défaillant, a survécu, a grandi, a transformé son trauma en force, a aidé des milliers d'autres enfants à ne jamais vivre ce qu'elle a vécu. Et quand Aline regarde cette photographie maintenant, elle ne voit plus la fillette qui attendait. Elle voit la femme qu'elle est devenue.
Elle voit les enfants qu'elle a aidés. Elle voit les réformes qu'elle a inspirées. Elle voit la preuve que même les moments les plus sombres peuvent devenir les fondations des plus belles victoires. Parce que c'est ça, finalement, la vraie histoire derrière cette photographie. Ce n'est pas l'histoire d'une enfant oubliée. C'est l'histoire d'une enfant qui a refusé de rester invisible. Avant de refermer cette histoire, retenez ceci. Parfois, ce ne sont pas les familles qui abandonnent, mais des systèmes imparfaits qui échouent à protéger les plus vulnérables. Cette histoire fictive, dramatisée et inspirée de notre réalité, nous rappelle que voir un enfant, l'entendre et agir peut changer une vie entière. En regardant cette fillette assise sur sa valise, demandez-vous, combien de fois avons-nous supposé que quelqu'un d'autre s'en occupait? Combien de silences administratifs peuvent effacer une personne sans que personne ne s'en rende compte? Et si vous aviez été à la place de cet adulte qui passe, qu'auriez-vous fait? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « visible » dans les commentaires, pour rappeler qu'aucun enfant ne devrait jamais être invisible. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une ancienne histoire de votre famille ou de vos ancêtres. Un souvenir, une photo, un silence du passé qui mérite d'être raconté. Merci de faire vivre ces mémoires avec respect. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Partagez ou commentez si ce récit vous a touché. Et cliquez sur la carte de fin pour continuer avec d'autres histoires humaines et profondes.